opposant l'autorité supérieure du ministère public et les présumés Corneille Nangaa et ses complices a été ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Des amples détails dans ce journal. Il est hors de question que le gouvernement congolais discute avec les terroristes du M23. C'est sur le mot du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous suivrez plus de détails dans ce journal. Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette information. La cour militaire de la Gombe a ouvert ce mercredi à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa l'audience publique opposant l'autorité supérieure du ministère public et les présumés Corneille Nangaa et ses complices. Au total, 25 présumés sont poursuivis dans cette affaire, dont 5 sont en détention à Kinshasa et les 20 autres en fuite, renvoyés sur demande des avocats. Cette audience reprendra ce jeudi 25 juillet à Kinshasa. Le ministre de la Justice a également pris part à ce procès. Patience Lokeke et Giscard Tamba pour plus de détails. Le procès de Corneille Nangaa s'est ouvert ce mercredi devant la haute cour militaire de la Gombe, réunie à la prison militaire de Ndolo. Accusé de trahison, de crimes de guerre et de participation à un mouvement insurrectionnel, l'ancien président de la CENI et actuel président de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, Corneille Nangaa est poursuivi par défaut, de même que sa femme Yvette Lubanda Nazinda. Aux côtés de Corneille Nangaa et de sa femme, 23 autres accusés font face à des poursuites. Seuls 5 d'entre eux ont comparu à la barre. Les charges retenues contre eux sont extrêmement graves, incluant des accusations de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et des trahisons. Au cours de cette première audience, le parquet a présenté les accusés et lu les charges qui pèsent contre eux. Les avocats des accusés ont par la suite demandé un délai de 48 heures pour mieux étudier le dossier. Ils ont obtenu une prolongation, mais seulement pour 24 heures, ce qui ne convient pas à la majorité d'entre eux. Vous allez bien satisfait parce que 24 heures on a kokanga bamikanda nyonso depuis que babanda ki kosamba na ba service place baleki mais lokola bapesi biso 24 heures wana. La CNDH veillera à ce que le procès soit juste et équitable, a promis son président qui était présent à cette première audience. En matière de procès, c'est pratiquement l'article numéro 6, point 3 et 14 de notre loi organique qui demande à la CNDH de suivre, d'observer tout procès afin d'attester que le procès se passe dans des conditions où les parties savent exercer leur défense. Le procès répondra donc jeudi prochain. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, il est hors de question que le gouvernement congolais discute avec les terroristes du M23. Ce sont là le mot du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Une réaction officielle au bruit faisant état que Kinshasa aurait dépêché une délégation à Kampala pour échanger avec le membre du mouvement du M23 soutenu par le Rwanda. Pour les autorités de Kinshasa, leur interlocuteur dans cette affaire, c'est le Rwanda, et les seuls cadres de discussion restent le processeur de Luanda ou une feuille de route a été adoptée. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Les choses doivent être bien claires. Je pense que vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que du supplétifs. Donc il est hors des questions d'envisager, et ça c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde,
nous disions que nous devions discuter avec eux. Pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-on là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que je fais hier, c'était pour casser toute forme, alors toute forme de manipulation, croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre langue avec les autres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé dans un message transmis aux membres du gouvernement par la première ministre Judith Suminwa à la clôture du séminaire gouvernemental hier mardi 23 juillet 2024. Le message a été clairement énoncé: soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Le chef de l'État a également insisté sur l'unité de membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a prononcé le discours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à l'occasion de la clôture de travaux du séminaire gouvernemental. C'est mardi 23 juillet 2024 au Palais de la Nation à Kinshasa. Les activités de ce séminaire gouvernemental se sont déroulées pendant 2 jours, soit du lundi 22 au mardi 23 juillet. 13 recommandations ont été formulées et des lettres de mission remises à chaque membre du gouvernement. Entre autres, l'instruction aux comptables publics principaux de produire leur comptabilité mensuelle et leur compte de gestion à la Cour de comptes et l'adoption par le Conseil de ministres du nouveau découpage de ministères en programme. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Le chef de l'État a également insisté sur l'unité de membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Au cours de ces assises, les principales thématiques abordées ont tourné sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité. Ce séminaire avait pour principal objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion, la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité de membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Grand chantier de réforme dans les secteurs de la justice en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice, annonce déjà des fruits. Constant Moutamba, qui vient d'exiger aux ASBEL de se doter de personnalités en bannissant la procédure du folio 92, a indiqué que les recettes du ministère de la Justice ont décuplé. Le chiffre sera publié incensement en collaboration avec la DGRAD. Suivez le ministre d'État. Il était devant la presse ce mardi sans un briefing presse aux côtés du porte-parole du gouvernement. Et nous avons mis en place une commission après plusieurs séances de travail avec tous les chefs religieux, nos prélats catholiques, les protestants. J'ai rencontré tous les responsables, le président de l'ECC et bien d'autres. Réveil, Kimbanguiste et autres. Nous sommes accordés qu'il fallait assainir.
Et nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Et le samedi dernier, nous avons clôturé les travaux et les mesures ont été rendues publiques. Entre autres, nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Nous avons également travaillé sur l'F92, le fameux folio 92, en fait qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors qu'est-ce que nous avons fait sur cette question? De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois, ensuite nous venons de prolonger ce délai de 90 jours. Mais ceci nous a permis, en 3 semaines, de décupler les recettes du ministère de la Justice seulement dans ces secteurs des cultes et associations. La semaine prochaine, au mieux d'ici la fin de cette semaine, nous allons devoir, après conciliation de compte avec la DGRAD, publier les chiffres que la République a captés à partir de cette réforme courageuse. L'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA, au sigle, a tenu ce mercredi 24 juillet 2024 au Sultani Hotel une conférence sur la présentation du rapport sur l'état du marché des assurances en République démocratique du Congo pour l'année 2022. Selon ce rapport, le marché des assurances en RDC connaît de plus en plus une forte croissance, ce qui contribue au financement de l'économie nationale. Damani Mujinga et Beni Ifombo. La salle Yvonne Compère au Sultani Hotel a servi de cadre à la 2e conférence de présentation du rapport sur l'état du marché des assurances organisée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. La présentation du rapport sur l'état du marché des assurances est une obligation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances qui a donné naissance à l'ARCA et a consacré la libéralisation de ces secteurs, donc son ouverture au secteur privé. C'est le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, qui a fait cette présentation à cet auditoire qui a accueilli des opérateurs d'assurance, des directeurs généraux et représentants des institutions, mais aussi des professionnels en la matière. À en croire le directeur général de l'ARCA, le marché des assurances se porte de mieux en mieux. Il a enregistré une forte croissance depuis sa libéralisation. Nous venons de présenter l'état du marché sur l'année 2022, où le marché a clôturé avec un volume de primes émises de 287 millions de dollars pour l'année 2022. Et nous notons qu'il y a une forte croissance au niveau de notre marché, parce qu'avant la libéralisation, en 2019, nous avons donné les premiers agréments. Le marché était estimé à 70 millions de dollars. Donc entre 2019 et 2022, nous sommes passés de 70 millions de dollars à 287 millions de dollars. Et aujourd'hui, comme nous avons les statistiques déjà de l'année 2023, le rapport est en cours de finalisation. Sur l'année 2023, le marché est passé à 320 millions de dollars. Donc nous avons une forte croissance au niveau de notre marché. À notre niveau, nous considérons que c'est une croissance qui est encourageante parce que la tendance est bonne. Néanmoins, nous nous concentrons toujours pour atteindre le marché réel que nous nous estimons à au moins 1 milliard de dollars. Malgré la croissance exponentielle du marché des assurances en RDC, les défis restent encore énormes pour l'ARCA qui travaille avec vigueur afin de rendre le marché des assurances plus sain et fiable dans le but de briser la méfiance qui a pris place auprès de la population au fil des années dans ces secteurs. Toutes les stratégies sont mises en place pour atteindre ce marché, mais évidemment, il faut que nous puissions travailler sur la vulgarisation, c'est-à-dire développer la culture des assurances, répondre aux préoccupations de méfiance qui ont existé peut-être pendant les 50 années où il y avait le monopole, mais également
mettre en place de mécanismes de contrôle, notamment le contrôle des assurances obligatoires. Donc aujourd'hui, atteindre un taux de pénétration qui avoisine 0,5 points % pour les opérateurs, que ce soit de la zone CIMA ou les différents investisseurs, je vois, qui arrivent sur notre marché, réalisent que dans les quelques années, comme je vous l'ai indiqué, 2025-2028, nous pourrons rentrer dans la moyenne africaine. Et si nous le faisons en moins de 10 ans d'existence, ce sera une performance qui est exceptionnelle. Et nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'opérateurs qui observent notre marché et qui aujourd'hui viennent concrètement au niveau du régulateur. On sent que les gens veulent venir investir dans ce secteur et sont en train de suivre la tendance haussière et la croissance qui est au niveau de notre marché. Cette conférence organisée par l'ARCA, qui se veut une institution de contrôle moderne, efficace et de référence, est une façon pour elle de faire l'état des lieux du marché des assurances en RDC en vue de se rendre compte si les objectifs fixés par elle ont été atteints. Établissement public placé sous tutelle du ministère de Mines, le Fonds pour le Génération Future FOMIN en sigle a pour mission principale de constituer des richesses en nature ou en numéraire afin de contribuer à la pérennisation de la recherche minière pour garantir l'après-mine en faveur bien sûr des générations futures. À ce propos, le FOMIN est-il devenu une banque? D'où proviennent les ressources qui constituent ces fonds? Au cours de l'émission Schéma Critique présenté par Willy Kalingai et le DG de FOMIN, Faustin Biringanine, a répondu sans embâche à ces questions d'actualité. Suivez-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous comprendrez que le FOMIN collecte le 8% de la redevance minière aujourd'hui, mais qui peut être aussi une banque pour les générations futures. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'ARSP est en train de restaurer la classe moyenne congolaise. Il y a des opérateurs miniers et des opérateurs de la sous-traitance qui sont en train de gagner des marchés auprès des entreprises minières. Ensemble avec l'ARSP, nous pouvons travailler dans quel sens il faut accompagner ces jeunes opérateurs économiques qui sont en train de gagner des marchés auprès des entreprises minières. C'est-à-dire que nous pouvons, l'opérateur de la sous-traitance peut se référer au FOMIN et le FOMIN, ensemble avec l'ARSP, nous mettons un mécanisme en place pour pouvoir accompagner nos jeunes entrepreneurs. À ce moment-là, les fonds de FOMIN qui sont disponibles peuvent servir aussi de financement de la classe moyenne. Mais vous allez trouver aussi que ces opérateurs de la sous-traitance, lorsqu'ils partent vers les banques pour solliciter un crédit pour financer leurs activités, le taux d'intérêt est super élevé et ils sont incapables. Et des fois, vous voyez que ceux-là qui ont gagné un marché, ils perdent le marché par manque de financement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de banque congolaise, vous m'en parlez. Donc, ces banques-là obéissent à d'autres mécanismes. Voilà, c'est-à-dire qu'en créant une banque congolaise qui est en mesure aussi d'accompagner cette sous-traitance, dans les jours à venir, le FOMIN peut aussi s'épanouir sur base des activités de la sous-traitance. Pour ceux-là qui n'ont pas de fonds de démarrage, pour les marchés qui gagnent, ils peuvent se référer au FOMIN en collaboration avec l'ARSP. Nous mettons un mécanisme de sécurité à leur disposition pour que le FOMIN aussi rentre dans ses droits, mais à un taux moins élevé que les taux que les banques donnent. Absolument. Mais c'est une idée géniale, il faudrait y travailler. Attendu au football club Saint-Éloi Lupopo pour l'entame de la préparation de la nouvelle saison sportive, le latéral droit congolais Dieudonné Ndongala a signé un contrat de 3 ans avec le tout-puissant Mazembe. L'annonce a été faite lundi 22 juillet 2024 sur les plateformes numériques de la Team Noire et Blanche. Blaise Kouzola nous en dit plus. Si cette opération de transfert est perçue comme un grand coup réalisé par l'administration de Corbeau dans le bras de fer contre les cheminots, le feuilleton risque de prendre une autre tournure dans les prochains jours qui viennent. Dona Moulongoy, secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, au cours d'une conférence de presse tenue mardi 23 juillet 2024 à Lubumbashi, a contesté le transfert annoncé par les TP Mazembe du joueur Dieudonné Ndongala.
une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Dieu-Béni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour rappel, le TP Mazembe a annoncé le lundi 22 juillet 2024 la signature pour les 3 prochaines années du latéral droit congolais Dieu-Béni Ndongala en provenance du FC Saint-Éloi Lupopo. Le bras de fer est donc loin de prendre fin entre les deux clubs rivaux de la capitale crupifère à la veille de la saison 2024-2025. La suite nous réserve peut-être encore deux surprises. Wait and see. L'information, madame, monsieur, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. En Côte d'Ivoire, la filière EVIA est l'une des plus développées au monde. Si la production du caoutchouc naturel est la principale source des revenus dans les secteurs, l'essor de biocarburants offre de nouvelles alternatives aux producteurs. Bled Kouzola pour plus de détails. En Côte d'Ivoire, le groupe pétro-gazier italien Eni a procédé le 18 juillet dernier au lancement officiel de la campagne 2024 de collecte de grains d'EVA dans les pays. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site de l'entreprise. Cette opération est le fruit de l'accord d'approvisionnement signé en juillet 2023 par les dirigeants de l'entreprise et la Fédération de producteurs d'EVA. Au terme de la campagne, Eni table sur une récolte de 50 000 tonnes de grains d'EVA. D'après Koblavi Dibi, président du conseil d'administration de la FPHCI, la collecte de grains d'EVA implique 184 sociétés coopératives identifiées comme centres de collecte et 25 secteurs villageois. En Côte d'Ivoire, le grain d'EVA sont principalement utilisés pour la réalisation de pépinières et la production de nouveaux plants d'EVA. D'après les données de la FPHCI, moins de 20% de l'offre annuelle est utilisée à cette fin. Dans la nation éburnéenne, la production évéicole se concentre dans la partie sud du pays, principalement dans la partie sud, sud-est et sud-ouest. Les localités les plus productrices sont Bounois, Aguédédou, Sikenzi, Dabou, San Pedro, Grand Bérébi, Soubré, Gagnoa et Bétier. Les législateurs nigérians ont ouvert une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Ces démarches visent à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et les régulateurs de l'industrie pétrolière. Africa News. Les législateurs nigérians ont ouvert lundi une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager.
Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugochinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Une autre façon de vous informer, madame, monsieur, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa. C'est mercredi 24 juillet 2024, place à la revue de presse avec Fiston Oleko. Bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Info 27 qui revient sur la clôture du séminaire gouvernemental en titrant « Judith Souminois mobilise son équipe pour le bien-être des Congolais ». La clôture du séminaire gouvernemental au Palais de la Nation à Kinshasa le mardi 24-27 juillet a été marquée par un appel retentissant à l'action et à l'engagement de la première ministre Judith Souminois à l'endroit de son équipe, a écrit le journal. Dans un discours empreint de détermination qu'elle a lu au nom du chef de l'État en Judith Souminois a exhorté les membres du gouvernement à traduire en actes concrets les engagements reçus au bonheur des citoyens congolais. À Forum des As de renchérir, Judith Souminois engage son équipe à bâtir un avenir meilleur pour la RDC. En effet, les membres du gouvernement ont été appelés à sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité de leur équipe dans un message du chef de l'État. Il s'agit pour l'équipe Souminois de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie des Congolais sans exception. La question des réformes dans le secteur de la justice a aussi intéressé plusieurs médias de la presse papier parus ce matin dans la ville-province de Kinshasa. Le tabloïd Le Quotidien a titré Constant Moutamba, le formateur. Selon le journal, le ministre d'État de la Justice Constant Moutamba, qui était devant la presse ce mardi et qui n'a évité aucune question, est des primes abord revenu sur les missions qui lui a été assignées par le chef de l'État Félix Tshisekedi de faire l'état des lieux du secteur de la justice malade et à la proposition des grilles d'action qui puissent répondre aux attentes notamment de la population. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a su procéder à des réformes. À lire La Prospérité, le journal ajoute ces réformes concernent un certain nombre de questions, notamment le climat des affaires. Selon le ministre d'État, il faut impérativement redonner la confiance aux Congolaises et Congolais, aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC comme deuxième patrie et pour cela, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Toujours dans l'actualité, Cour constitutionnelle, le règlement intérieur, selon le journal de l'avenue Isiro, la Cour constitutionnelle de la RDC a déclaré conforme à la Constitution le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Déclaré conforme à la Constitution par la Haute Cour, le règlement intérieur ouvre ainsi la voie à la tenue dans quelques jours de l'élection du bureau définitif, une fois les bureaux provisoires notifiés par la Cour. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le procès opposant l'autorité supérieure du ministère public et les présumés Corneille Nangaa et ses complices a été ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Cette audience reprendra demain le 25 juillet 2024. Il est hors de question que le gouvernement congolais discute avec les terroristes du M23. Ce sont là le mot du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.